4000 ans d'histoire, une chronique historique tous les lundis, de 16h30 à 17h. Aujourd'hui, je vous parle de la vie et de la cavale de Joseph Mengele, le médecin d'Auschwitz qui fut surnommé l'ange de la mort. Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Shalom, 94.8 FM, à l'écoute de 4000 ans d'histoire, une chronique historique présentée par moi-même, Elias Akoka-Vigneron, enseignant d'histoire, tous les lundis de 16h30 à 17h, puis en rediffusion à 20h. Nous sommes le 7 février 2022, et un autre 7 février, le 7 février 1979, sur la plage paradisiaque de Bertioga, une station balnéaire près de Sao Paulo au Brésil, un homme vient de se noyer. Ses papiers indiquent qu'il s'agit d'un ressortissant autrichien, Wolfgang Gerhard. Et c'est sous ce nom qu'il est enterré quelques jours plus tard à Embu, une ville de l'État de Sao Paulo. Cet homme, a priori anodin qui vient de mourir, n'est en fait autre que Joseph Mengele, le plus célèbre des médecins de la mort nazie. Celui qui fut surnommé par les détenus d'Auschwitz où il officia de 1943 à 1945 l'ange de la mort. Comment Mengele est-il devenu cet ange de la mort ? Il est né en Bavière, le 16 mai 1911, dans le village de Günzburg. Son père, Karl Mengele, est le propriétaire d'une entreprise de machines agricoles et Joseph Mengele est l'aîné d'une fratrie de 3 frères. Après ses études secondaires à Günzburg, il intègre l'université de médecine de Munich, ville où a été fondé le parti nazi en 1919 et où se situe la Maison Brune qui est le siège du parti nazi. En 1937, il devient titulaire d'un doctorat en anthropologie et il adhère au parti nazi. Ce parcours est somme toute assez banal, puisqu'il faut mentionner que 45% des médecins ont adhéré au parti nazi, ce qui fait de la profession de médecin celle qui a adhéré le plus massivement aux idées d'Adolf Hitler. Son diplôme en poche, il rejoint l'Institut de biologie héréditaire et d'hygiène raciale de Francfort. Le mot d'hygiène raciale n'est pas anodin, arrêtons-nous-y un instant. Il s'agit d'une discipline fondée par le médecin allemand Alfred Ploetz, qui publie en 1895 un ouvrage, Fondement d'une hygiène des races, dans lequel il défend non seulement la notion de pureté de la race allemande, mais la nécessité de soigner non pas des individus, mais la race dans son ensemble. Ainsi, cette conception d'hygiène raciale participe à la fois du racisme et de l'antisémitisme, mais aussi de l'eugénisme, c'est-à-dire de l'idée qu'il faut éliminer les individus déficients. L'eugénisme a été porté à son maximum par les nazis, avec une politique de stérilisation forcée des handicapés dès 1933, et surtout le programme Action T4, qui, à partir de 1939 et jusqu'en 1941, a conduit à l'extermination des handicapés et des malades mentaux dans des chambres à gaz. Mais l'eugénisme a existé dans d'autres pays. Il a été très populaire en Grande-Bretagne et aux États-Unis, à partir de 1907, dans l'État de l'Indiana, on autorise la castration des criminels et des malades. Et ces lois resteront en vigueur dans l'État de Virginie jusqu'en 1972. En Scandinavie, la Suède a autorisé la stérilisation de 63 000 personnes handicapées de 1934 à 1976. On pourrait aussi citer l'adoption de lois eugénistes dans les années 30 en Suisse, au Danemark, en Norvège, en Finlande ou en Estonie. C'est dans ce laboratoire d'hygiène raciale que Joseph Mengele rencontre sa future femme, Irene Schönbern, qu'il épouse en 1939 et avec qui il a un fils, Rolf, en 1944. En 1938, il rejoint la SS, mais, le détail a son importance,
Il refuse de se faire tatouer son groupe sanguin sous les aisselles, comme le faisaient généralement les SS. En 1940, il est mobilisé dans la Wehrmacht et il se porte volontaire pour servir dans les services médicaux des Waffen-SS, c'est-à-dire les SS qui combattent. À partir de juin 1941, il combat donc sur le front de l'Est et plus précisément en Ukraine, où il est gravement blessé à Rostov-sur-le-Don lors de l'été 1942. Il est alors transféré à l'Institut Kaiser Wilhelm d'anthropologie et d'eugénisme, un institut scientifique qui a été fondé en 1927 et qui a été financé jusqu'en 1939 par la Fondation Rockefeller. Au début de l'année 1943, il est affecté au camp d'Auschwitz-Birkenau, près de Cracovie en Pologne, et il est promu SS Obsturführer, c'est-à-dire capitaine SS. Contrairement à une idée répandue, il n'est pas le médecin-chef d'Auschwitz, puisque ce poste est occupé par Edward Wirth. Mais il dirige d'abord les baraquements où étaient détenues les familles roms, puis il devient médecin-chef du camp d'Auschwitz II, c'est-à-dire de Birkenau. Il faut dire qu'Auschwitz a la particularité d'être à la fois le plus grand des camps de concentration et en même temps le plus grand des centres d'extermination. Par conséquent, lorsque les déportés, majoritairement juifs, arrivent dans des wagons à bestiaux, ceux qui ne sont pas morts en route subissent la sélection. Les médecins du camp, une trentaine environ, choisissent ceux qui seront suffisamment valides pour travailler dans la partie camp de concentration, tandis que plus des 3/4 des déportés sont conduits directement aux chambres à gaz où ils trouvent la mort. Lors de ces opérations de sélection, Mengele s'est distingué par sa décontraction. Si les autres médecins d'Auschwitz adoptaient une attitude brutale et rigide, Mengele, lui, était détendu et souriant. On l'entendait même siffler des chansons. Et c'est donc à ce moment-là qu'il a acquis le surnom d'Ange de la mort. C'est aussi au moment de la sélection que Mengele choisit des cobayes pour ses expériences médicales. Il est particulièrement fasciné par les jumeaux, car il souhaite comprendre comment obtenir des jumeaux afin de favoriser la reproduction de la race allemande. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Eva Kor, rescapée d'Auschwitz, qui a été déportée avec ses parents, ses 2 sœurs aînées et sa sœur jumelle Myriam alors qu'elle n'avait que 10 ans, au printemps 1944. Il y avait un nazi là et il hurlait « Des jumeaux, des jumeaux !» Twins. Il nous a remarqués, Myriam et moi. On se ressemblait, on était habillés pareil. Il a demandé à ma mère « Elles sont jumelles ?» Ma mère a demandé si c'était une bonne chose. Et le nazi a dit oui. Alors ma mère a dit oui. Et à ce moment-là, un autre nazi est arrivé. Il a tiré ma mère sur la droite. On a été mises sur la gauche. On pleurait. Ma mère pleurait. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. On m'utilisait 6 jours par semaine, dans 2 types d'expériences. Lundi, mercredi et vendredi, on était mises dans une pièce, toutes nues, et ils mesuraient chaque centimètre de mon corps, et ils comparaient les données à celles de ma sœur et à des graphiques. Les autres jours, mardi, jeudi et samedi, on était emmenés dans un laboratoire. Ils m'attachaient les 2 bras. Et ils prenaient beaucoup de sang de mon bras gauche, et ils faisaient au moins 5 injections dans mon bras droit. Ce qu'il y avait dans ces piqûres, je ne le savais pas à l'époque, et je ne le sais toujours pas. Oui, et Mengele offrait des cadeaux à ses petits cobayes. Il se faisait appeler tonton par les enfants avant qu'il ne les torture et ne les fasse gazer une fois qu'il avait fini ses expérimentations. Je tiens à préciser que le cas de Joseph Mengele est loin d'être isolé. La plupart des médecins nazis se sont livrés à des expérimentations sur les détenus, aussi bien à Auschwitz que dans les autres camps de concentration.
Voici quelques exemples. Un autre médecin d'Auschwitz, Karl Klauberg, a mené des expériences de stérilisation par injection intra-utérine ou par rayon X sur des femmes juives. Dans le camp de concentration de Buchenwald, le médecin danois Karl van Hert a mené des expériences de traitements hormonaux sur les homosexuels. Dans le camp de Dachau, Sigmund Rascher a mené des expériences sur au moins 1500 victimes de dépressurisation, d'hypothermie ou d'ingestion d'eau salée. Il observait l'agonie de ses cobayes. En France, dans le camp de Natzweiler-Struthof en Alsace, Eugène Hagen a mené des expériences sur le typhus en vue de trouver un vaccin. Et le professeur August Hirt a constitué une collection de 86 squelettes juifs. En prévision d'une extermination de l'ensemble des juifs, il fallait garder des squelettes pour se rappeler ce qu'avait été la race juive. Je préfère m'arrêter là, et nous nous retrouvons ensuite pour évoquer comment Joseph Mengele a pu échapper à la justice durant plus de 35 ans et mourir de mort naturelle, si l'on puisse dire, sur une plage du Brésil à l'âge de 68 ans. Vous êtes bien. Dans une première partie, je vous ai raconté comment Joseph Mengele, un médecin bavarois, est devenu nazi, puis comment à partir de 1943, il fut l'un des 30 médecins d'Auschwitz, fonction qui l'a amené à sélectionner les déportés, pour ceux qui iraient en chambre à gaz dès leur arrivée et ceux, minoritaires, qui seraient affectés dans la partie camp de concentration d'Auschwitz. Fonction dont il a profité pour choisir des cobayes et effectuer des expérimentations médicales sur des enfants jumeaux notamment. Expérimentations dont je précise qu'elles sont loin d'être isolées puisqu'elles ont été menées par des centaines d'autres médecins nazis dans tous les camps de concentration sur des milliers de détenus. Je vais maintenant vous évoquer la cavale de Joseph Mengele. Comment après la guerre, alors que Joseph Mengele est cité notamment lors du procès des médecins, deuxième procès de Nuremberg en 1946-47, comment Joseph Mengele a échappé à la justice durant 35 ans. Il est arrêté au mois de juin 1945 par l'armée américaine sous son vrai nom, Joseph Mengele. Mais il est déguisé en officier de la Wehrmacht, et bien qu'ayant adhéré à la SS, il prétend ne pas en faire partie. Il n'est donc pas soumis à un interrogatoire plus poussé, car en ayant adhéré à la SS, il avait refusé ce que devait faire tout SS normalement, à savoir se faire tatouer son groupe sanguin sous l'aisselle. Il n'est donc pas spécialement suspecté, il n'est pas encore célèbre, et il est libéré au mois de juillet 1945. Grâce à des complicités et des réseaux d'anciens SS, il obtient alors des faux papiers sous le nom de Fritz Ullmann et trouve du travail comme ouvrier agricole près de Rosenheim, en Bavière, sa région natale. À partir de 1949, on commence à juger des médecins nazis ayant servi à Auschwitz à Cracovie. Et le nom de Joseph Mengele commence à devenir célèbre. Il prend alors peur et décide de quitter l'Allemagne. Il rejoint la ville de Gênes, et de là, le Comité international de la Croix-Rouge lui délivre un passeport sous le nom d'Helmut Gregor, qui lui permet de rejoindre l'Argentine. En Argentine, il s'installe à Buenos Aires, où il travaille comme charpentier puis comme commercial pour son entreprise familiale, Mengele Agrartechnik, qui est une entreprise florissante dirigée par son père Karl, puis son frère Alois, et qui vend des machines agricoles. À Buenos Aires, il fréquente la société mondaine et d'anciens nazis. Par exemple, Adolf Eichmann, qui se cache sous le nom de Victor Clement, et qui fut le responsable logistique de la déportation des Juifs vers les centres d'extermination. Il fréquente aussi Ante Pavlevich, qui fut le fondateur du mouvement Ustashi et qui a dirigé l'État indépendant de Croatie, allié du Troisième Reich durant la guerre. Vittorio Mussolini, le fils de Benito Mussolini, qui a été aviateur dans l'armée italienne. Gérard Bonne, l'un des directeurs du programme Action T4, visant à exterminer les handicapés et les malades mentaux de 1939 à 1941. Simon Sabiani, qui a dirigé le Parti populaire français, un parti collaborationniste à Marseille. La liste est longue. Il faut dire qu'en Argentine,
les anciens nazis sont protégés. Juan Perón, qui est président jusqu'en 1955, a installé un régime très anticommuniste et les nazis sont considérés comme peu à même de prêter oreille aux sirènes de la Révolution et du Grand Soir. Par ailleurs, les services secrets américains, la CIA, ne cherchent pas trop de problèmes aux anciens nazis car ils sont surtout préoccupés d'éviter une contagion du communisme en Amérique latine. Klaus Barbie, ancien chef de la SIPO-SD, c'est-à-dire les services secrets allemands à Lyon, a même été un agent de la CIA avant de trouver refuge en Bolivie. Mengele se sent tellement intouchable à Buenos Aires qu'en 1956, il se rend à l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest et demande un passeport en déclarant qu'il vit en Argentine sous une fausse identité, mais que son vrai nom n'est autre que Joseph Mengele. Et vous savez quoi ? Il obtient ce passeport sous le nom de Joseph Mengele. Il se rend alors en Europe, va faire du ski en Suisse avec son fils Rolf, à qui l'on a fait croire qu'il s'agit de l'oncle Fritz, installé en Amérique du Sud. Puis il va rendre visite à sa belle-sœur devenue veuve, Martha, dans son village natal de Günzburg en Bavière, où tout le monde le connaît, mais où personne ne le dénonce. D'ailleurs, il épouse cette Martha en Uruguay en 1958. La même année, il a dû quitter l'Argentine. Non pas à cause de son passé criminel dans le camp d'Auschwitz, mais parce qu'en Argentine, il a pratiqué un avortement. Au Paraguay, il obtient la nationalité paraguayenne, toujours sous son vrai nom, Joseph Mengele, et il effectuera plusieurs voyages en Argentine ou en Allemagne pour rendre visite à sa famille à plusieurs reprises, famille avec laquelle il ne cessera jamais d'établir une correspondance suivie. Pourtant, en 1959, les chasseurs de nazis, Simon Wiesenthal et Hermann Langbein, rassemblent des témoignages et obtiennent du gouvernement ouest-allemand un mandat d'arrêt international. Mais l'Argentine refuse l'extradition. Jusqu'en 1960, date à laquelle Joseph Mengele est déjà au Paraguay. Mengele prend peur lorsque le Mossad arrête en Argentine Adolf Eichmann et l'amène, l'exfiltre, à Jérusalem où il sera jugé et condamné à mort. Cependant, le commando du Mossad, qui a arrêté Adolf Eichmann et qui a été ensuite chargé d'arrêter Joseph Mengele, n'a pas réussi à loger Joseph Mengele. Et les poursuites sont arrêtées en 1962. Joseph Mengele décide alors de fuir au Brésil. Et grâce à la complicité d'un ancien pilote de bombardier nazi, Hans-Ulrich Redl, il obtient des papiers d'un sympathisant autrichien favorable au nazisme, Wolfgang Gerhard, et est mis en relation avec un couple d'expatriés hongrois, Géza et Gita Stammer. Grâce à l'argent de la famille Mengele, dont les affaires sont florissantes en Bavière, les Stammer achètent une ferme dans la Serra Negra, au sud du Brésil, et logent le criminel Joseph Mengele. Durant 12 ans, Joseph Mengele vit avec le couple Stammer, et c'est un ménage à trois qui se forme puisqu'il entame une relation avec Gita Stammer. Après 12 ans, néanmoins, Mengele devient de plus en plus autoritaire, de plus en plus acariâtre, il veut se mêler de tout. Les Stammer sont lassés et le chassent. Il s'installe alors dans un quartier pauvre de la périphérie de Sao Paulo, El Dorado, dans un bungalow. C'est là, non loin, sur la plage paradisiaque de Bertioga, que le 6 février 1979, il se noie et que l'on retrouve sur lui les papiers qui indiquent Wolfgang Gerhard. En 1985, on pense que Joseph Mengele est toujours vivant. Un procès en contumace a même lieu à Jérusalem. Mais finalement, le gouvernement ouest-allemand fait perquisitionner chez l'ami d'enfance et l'avocat de la famille Mengele, Hans Sedlmayr, et découvre une lettre qui informe cet avocat de la mort de Joseph Mengele en 1979. Le corps de l'homme est alors exhumé,
Des analyses médico-légales poussées, puis une expertise génétique en 1992, révèlent que la véritable identité des ossements n'est d'autre que celle de l'ange de la mort d'Auschwitz, Joseph Mengele, qui repose dès lors à l'Institut médico-légal de Sao Paulo, dans un box tenu secret. La philosophe Hannah Arendt a parlé de banalité du mal au sujet d'Adolf Eichmann, homme qui avait dirigé la logistique des déportations vers les centres d'extermination avant de trouver refuge en Argentine. Je parlerai plutôt de banalisation du mal. Joseph Mengele a envoyé des milliers de personnes à la mort en toute décontraction. Ce n'est pas banal. Il a effectué des expérimentations sur des êtres humains, dont des enfants, sans protocole, sans leur consentement, en les torturant, en les faisant agoniser. Cela n'est pas banal. Mais durant la guerre, ces actes criminels ont été banalisés par le nazisme, et des centaines de médecins nazis se sont livrés à ces tortures et à ces meurtres de masse. La banalisation a eu lieu aussi après la guerre, avec les complicités dont a bénéficié Joseph Mengele pour échapper à la justice durant 35 ans, malgré sa sinistre célébrité. Complicité des gouvernements d'Amérique latine qui ont accueilli ces criminels. Complicité du gouvernement ouest-allemand, qui n'a jamais songé à faire surveiller la correspondance de la famille Mengele. Complicité des habitants de Günzburg, qui, bien qu'ils aient vu Joseph Mengele à plusieurs reprises dans leur village, ne l'ont jamais dénoncé. Et complicité, bien sûr, de ses amis sud-américains et de sa famille, qui n'ont jamais cessé de lui écrire et de lui envoyer de l'argent. Chers auditeurs, si un jour vous allez dans le village natal de Joseph Mengele en Bavière, à Günzburg, vous pourrez circuler dans la vie Karl Mengele, le père de Joseph Mengele, lui aussi nazi, qui avait rendu visite à son fils à Auschwitz et qui a été élu maire de la ville après la guerre. Vous pourrez vous promener dans la rue Alois Mengele, le frère de Joseph Mengele, qui n'a jamais cessé d'envoyer de l'argent et de correspondre avec son frère. Et vous pourrez faire jouer vos enfants dans le parc Mengele, du nom de la belle-sœur de l'ange de la mort d'Auschwitz. Un grand bâtiment attirera peut-être votre attention. Il s'agit de la vaste usine de machines agricoles, Mengele Agrartechnik, qui dans les années 70 employait jusqu'à 2000 personnes. Cette banalisation n'est pas isolée à Joseph Mengele. Que penser de Horst Tapper, l'acteur qui pendant des décennies a incarné l'inspecteur Derrick à la télévision et dont on a appris après sa mort qu'il a été membre d'une division de SS Totenkopf. Que penser de Günter Grass, prix Nobel de littérature, voix morale de la gauche allemande dans les années 70, dont on a appris au crépuscule de sa vie que durant la guerre il avait été membre de la division de Waffen-SS Frundsberg. Et même, que penser de François Mitterrand, qui fut secrétaire d'État au gouvernement de Vichy, décoré de la Francisque à sa demande, et qui fut élu à 2 reprises président de la République en 1981 et 1988. Joseph Mengele, ça n'est pas la banalité du mal, c'est sa banalisation. En terminant cette chronique, je voudrais avoir un mot et une pensée pour un des membres de ma famille, André Heinlein, qui a survécu 2 hivers et 3 printemps au camp d'Auschwitz. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle chronique de 4000 ans d'histoire de 16h30 à 17h, pour une chronique plus joyeuse dédiée à la Saint-Valentin.